Bonjour, bienvenue dans notre tutoriel d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le langage PHP. Donc, on va essayer de définir c'est quoi le PHP et puis créer un petit programme permettant d'afficher bonjour ou hello world euh, en PHP. Puis voir d'autres choses. On va voir notre sommaire. Ok. Donc, le premier programme que nous allons voir, c'est un petit programme qui permet d'afficher Hello World. Et avant de voir cela, on va expliquer c'est quoi le langage PHP et sur quoi le programme interprété. Non, le langage interprété et la différence entre un langage interprété et un langage compilé. Après ça, on fait notre petit programme. Et troisième chose sera de variables, définir des variables et des fonctions, c'est-à-dire les variables locales, les variables statiques et les variables globales. Définir des fonctions avec des paramètres et puis sans paramètres, et aussi avec des paramètres optionnels ou autres. Après, on parlera des variables super globales. Après, on parlera des tableaux, comment utiliser les tableaux en PHP et puis et quelques fonctions qu'on utilise avec des tableaux en PHP. Et enfin, on parlera des chaînes de caractères. Ok, c'est parti. Donc, on va commencer par définir le PHP. Donc, le PHP, c'est un langage interprété. Donc, c'est un langage qui a beaucoup utilisé, surtout ces derniers temps. PHP a beaucoup évolué parce qu'actuellement, dans des grosses entreprises dans le monde, ou que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, partout dans le monde, j'utilise le PHP avec l'arrivée des réseaux sociaux et autres. Vraiment, dans le domaine du développement web, le PHP est sollicité. Le PHP est un langage open source, c'est-à-dire c'est pas comme un langage comme C# ou C++ qui appartient à Microsoft. Donc c'est un langage open source et les outils sont open source. Donc ça facilite vraiment pour ceux qui n'ont pas les moyens d'utiliser ce langage et puis de faire de belles choses. C'est quoi le langage interprété et le langage compilé? Bon, on parle de langage interprété comme le nom interprété indique, c'est comme s'il y a quelque chose qui va interpréter notre programme. Donc, effectivement, c'est ça. Le langage PHP, quand on programme un programme, un PHP, pour exécuter ce programme, la machine a besoin d'interpréter, a besoin d'analyser et traduire ce programme pour qu'il puisse comprendre et pour qu'il puisse exécuter le programme. Donc ça, pas seulement pour le PHP, c'est valable pour tous les langages. Parce que la machine a son propre langage. Donc lui, il ne comprend pas vraiment d'autres langages. Il faut qu'il traduise, il faut qu'il analyse pour qu'il puisse comprendre le langage des d'autres programmes. Du coup, quand on crée un programme PHP, il y a un interpréteur, il y a un interprète qui va prendre notre programme, qui va l'analyser et qui va le traduire, puis l'exécuter. Le problème, la différence avec d'autres langages, que chaque fois, avec le même programme qui était déjà analysé, interprété, exécuté, quand on essaie de l'exécuter deuxième fois, l'interprète va faire la même chose, c'est-à-dire il va répéter le même processus. Par contre, pour les langages compilés, ils sont analysés et traduits et exécuter une seule fois. C'est-à-dire la deuxième fois, on n'a pas besoin, la machine n'a pas besoin de refaire le même processus.
Parce que en général, comme le Java ou autre, utilise la machine virtuelle. Bon, ça, pour ceux qui sont intéressés à la différence, et la différence entre les deux, langage compilé et langage interprété, ils peuvent aller consulter sur l'internet ou certains sites qui expliquent beaucoup la différence entre les deux. Mais je pense quand même que juste cette petite différence vous permettront d'avancer. Ok, donc là, nous allons commencer à faire notre premier programme qui affiche Hello World. Mais avant ça, avant de coder, on va essayer de voir quels sont les outils on aura besoin pour développer un PHP et quels sont les éditeurs ou autres. Pour développer un PHP, on aura besoin des éditeurs, c'est-à-dire là où on va taper notre code. Il y en a beaucoup des éditeurs. Par exemple, dans ce tutoriel, nous allons utiliser le Eclipse et vous êtes libre d'utiliser d'autres éditeurs comme le Notepad++ ou, euh, ou le NetBeans ou autre. Mais nous, dans ce tutoriel, on utilisera un éditeur Eclipse. Et il faut aussi un serveur Apache. C'est obligatoire, c'est nécessaire. Donc, on va installer le WAMP. Et vous êtes libre aussi d'utiliser d'autres serveurs comme EasyPHP ou autre. Mais nous, on va utiliser Apache qui est complet, qui contient. On va utiliser le WAMP qui contient Apache et puis le PHP MyAdmin, la base de données à MySQL. Même si dans ce tutoriel, on ne parle pas du tout du MySQL. Juste pour comprendre pourquoi on utilise Apache, parce que nous on travaille avec un PHP, il est très important de savoir comment ça fonctionne le mode client-serveur. C'est-à-dire là, Apache c'est notre serveur, et puis nous avons le navigateur, le Firefox ou Internet Explorer, ça c'est notre client. Il existe un protocole qui assure la communication entre le client et le serveur. Ce protocole s'appelle HTTP. Donc, il est très important de comprendre comment ça fonctionne le HTTP. Donc, c'est un protocole de communication entre le client Apache et le serveur Apache. Donc, c'est-à-dire que quand on envoie au niveau du client, au niveau de notre navigateur, une requête, cette requête va être envoyée au serveur via le HTTP. Donc, c'est le serveur qui va traiter l'information, et retourner le résultat via ce protocole HTTP. Après, affiche au niveau de l'écran le résultat, soit les données de formulaire ou bonjour ou hello world. Donc, c'est-à-dire, il y a beaucoup de processus qui se passent, mais on ne peut pas parler de ça. C'est juste quand même de comprendre le principe du web. Le protocole HTTP vraiment est nécessaire. Donc, ok. Donc là, on va passer à la pratique. On va fermer ça, on va réduire. Donc, on a besoin de WAMP. Moi, dans mon cas, j'ai déjà installé le WAMP server. Donc, si vous n'avez pas encore installé, vous pouvez aller télécharger et l'installer. Une fois que vous installez le WAMP server, vous cliquez dessus pour le démarrer. Et une fois que vous cliquez sur WAMP, vous vérifiez à ce niveau-là, et vous verrez ici une icône WAMP qui est en vert. Cela veut dire que le WAMP il marche, il démarre. Donc, vous cliquez dessus, et là, vous voyez localhost. On va cliquer sur localhost et là vous verrez, bon, vous avez cette interface qui vous assure quand même que le WAMP est bien démarré. Donc là vous voyez, on parlait du Apache, le serveur Apache. Notre version c'est 2.4 et la version du PHP qu'on utilise ici c'est 5.5.12. Très important. Et là, nous avons ici un dossier, vos projets, vous avez les outils que contient PHP MyAdmin, c'est-à-dire le MySQL qu'on vient de parler. Mais ça, on ne peut pas parler de ça aujourd'hui, on va voir ça après.
Ici, nous avons vos projets. Vous avez vos projets, c'est-à-dire tous les projets qu'on crée, on voit ça à ce niveau-là. Vous voyez ici, j'ai pas mal de projets. Tous mes projets sont là. Donc là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer un projet. Pour créer un projet, nous allons sur OK, WAMP server. Donc, vous cliquez ici. Excusez-moi, qu'est-ce que je fais? Tac, dans C. Et là, on va dans WAMP, dossier WAMP, et dans dossier www. C'est dans dossier www que vous allez créer votre projet, c'est-à-dire le dossier qui va contenir vos fichiers PHP. Donc, vos fichiers PHP dans www. Nous, on va créer un dossier. Ici, on fait clic droit et on clique sur dossier. On va lui donner un nom, codelsoft.com. codelsoft.com. OK. codelsoft.com. On clique dessus. Donc, on a un dossier vide. On va créer un sous-dossier qui s'appelle PHP. Bon, juste pour souligner, vous n'êtes pas obligé de créer un sous-dossier. Vous pouvez mettre vos dossiers tous dans le dossier principal. Et moi, je préfère créer un dossier PHP et puis mettre dedans dans le dossier les fichiers qu'on va créer après. Mais quand même, vous êtes libre de créer un seul dossier racine et mettre vos fichiers dedans. OK. Donc là, on a créé un tout dossier dans dossier codelsoft.com. OK. On peut fermer ceci, sinon on réduit. Et là, on va lancer notre éditeur. Bon, ici, moi, j'utilise Eclipse. Vous pouvez utiliser d'autres éditeurs. Pour créer un projet sous Eclipse, vous cliquez sur File, New, OK. Et là, vous avez PHP Project. On clique dessus. Et là, il nous demande de mettre le nom de notre projet. Et ici, on va cocher c'est Create Project at Existing Location from Existing Source. Et là, on va parcourir, on clique sur Browser, et puis on va parcourir, on va aller voir notre projet qu'on a vu, notre dossier qu'on vient de créer dans WAMP. Donc vous créez dans C, donc il faut aller dans WAMP, OK. Oh my god, c'est pas comme ça. Dans WAMP, dans C, vous cherchez WAMP, vous développez WAMP, et dans www, vous cliquez dessus et vous cherchez le nom de votre dossier, ça s'appelle Codelsoft, il est là. Juste vous sélectionnez le dossier codelsoft.com. Bon, moi ici, ça s'appelle codelsoft.com, mais vous appelez comme vous voulez. Et là, vous cliquez dessus. Et après, juste vous sélectionnez le nom. Moi ici, c'est codelsoft.com et vous collez au niveau du nom du projet. Donc, le nom du projet, au niveau du Eclipse, ça s'appelle aussi codelsoft.com. Et là, vous cliquez sur, vous cochez Create New Project in Workspace. Et là, vous cliquez sur Next, Next, Finish. Vous voyez ici, nous avons dans Explorer, dans le window, dans cette fenêtre-là, et nous avons notre projet avec notre sous-dossier qui s'appelle PHP. C'est là où on va mettre nos fichiers PHP. Donc, commençons à créer un nouveau fichier qui est de type PHP. Et là, notre fichier s'appelle test.php, qui est new. Et là, on vient de créer notre fichier test.php. Là, si on clique sur dossier PHP, on va le trouver ici, il est là. OK. Donc, c'est-à-dire que c'est avec ce fichier
que nous allons, avec ce fichier que nous allons afficher notre Hello World. Pour afficher un Hello World, afficher quelque chose en PHP, on utilise la commande echo. Echo quelque chose. Echo une variable va afficher la valeur de cette variable. Echo une chaîne de caractères va afficher la chaîne de caractères. Donc nous on va faire, excusez-moi, echo. Il faut finir par point virgule. Echo hello world. Donc ça on termine par point virgule. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est-à-dire là, on a fait un petit programme qui permet d'afficher hello world. C'est juste une inscription. Une instruction echo hello world qui permet d'afficher hello world. Donc pour voir à l'écran dans le navigateur le résultat de notre echo, qu'est-ce qu'on fait? On enregistre le fichier et on va ouvrir un navigateur. Quand on ouvre un navigateur, au niveau des barres d'adresse, qu'est-ce qu'on fait? Vous tapez localhost. Bon, localhost parce que ici, on travaille en local. Si vous travaillez à votre serveur de votre hébergeur, vous tapez le nom du domaine de votre site. Mais ici, nous, on va taper localhost parce qu'on est en local. Et après, on va taper notre dossier, c'est Codersoft. Voilà, là on va essayer d'exécuter ça. Voilà. Vous voyez le schéma localhost, codersoft.com, php, test.php, il nous affiche hello world. Donc on est très fiers, on vient d'afficher un petit programme qui permet d'afficher hello world en utilisant le langage PHP. Donc juste pour revenir, donc voilà, on met echo qui permet d'afficher suivi notre chaîne de caractères hello. On a dit hello, bon, hello world. Donc il affiche à l'écran hello world. Donc là on va passer à autre chose. On a fini à afficher ça, on va parler des variables et des fonctions. Donc pour parler des variables et des fonctions, on va ici, pour déclarer une variable en PHP, on fait $. Tous les variables commencent par $. $toto, supposons, égale à 5. C'est-à-dire qu'on vient de créer une variable qui reçoit une valeur de 5. Donc ça, c'est une variable globale. C'est-à-dire c'est une variable de script. Cette variable-là sera accessible partout dans notre script test.php. La preuve, si on essaye d'inclure ici un autre fichier, cette variable-là sera accessible à partir de ce fichier-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est juste pour dire, c'est une variable de script. Donc, c'est une variable qui sera accessible partout dans notre script. On va tester. On va dire juste un echo variable pour afficher notre variable. Il suffit echo toto. Echo toto permet d'afficher à l'écran 5 qui correspond à notre variable toto. Ça, on peut tester ça. Quand on exécute, on a 5. C'est-à-dire que ça marche. Et si maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de créer un autre fichier dans notre dossier PHP qui s'appelle script. Script.php. Donc ici, on vient là, on a une variable toto.
dans notre fichier test.php. On va essayer d'inclure le fichier script.php dans notre fichier test.php. Pour inclure un fichier dans un autre fichier, on utilise ce qu'on appelle include. C'est-à-dire, vous voyez, include. Et là, on va include, on va préciser le chemin où se trouve notre fichier qu'on va inclure. Il est dans PHP, dossier, PHP. Et puis, son nom. Excusez-moi, j'ai mis PHP. C'est pas vrai ça. Donc là, puis son nom, il s'appelle script.php. Il faut un point. Ah, on va fermer les guillemets. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Ce qu'on a fait est très simple. C'est-à-dire, on a un fichier test.php et on a inclus le fichier script.php. C'est comme si on a ajouté ce fichier script.php dans notre fichier test.php. Donc, dans notre fichier test.php, on a une variable qui s'appelle Toto. Donc, on va aller accéder à ce variable-là dans notre fichier script.php. OK. Vous voyez? Ici, on va me dire echo, affiche-moi $Toto. Vous êtes d'accord avec moi que le Toto était déclaré dans test.php. On va enregistrer et on va exécuter le programme. On va voir, on va lui donner 15. On va changer la valeur pour que ce soit clair pour vous. OK, on enregistre. Donc on vient ici dans notre fichier test.php et on exécute le programme à nouveau. Tac, on aura 15. C'est-à-dire, juste pour résumer, que les variables globales sont accessibles partout dans le fichier, dans le script. Vous voyez ici, on a inclus un fichier script.php et notre variable Toto est accessible à partir de ce fichier script.php. Donc ça, ce qu'on appelle la variable globale. Donc maintenant, nous allons parler des fonctions avant de passer à des variables locales et des variables statiques et des variables des mots-clés globales et autres. Donc, une fonction. Comment déclarer une fonction en PHP? Une fonction, comme nous on dit que lorsqu'on faisait des algorithmes, c'est la même chose. Donc, je pense que vous avez déjà fait des algorithmes. Vous savez c'est quoi une fonction. Là, je veux juste, parce qu'on n'a pas le temps, je vais juste vous expliquer comment on déclare une fonction en PHP et comment on fait appel à une fonction. OK. Pour déclarer une fonction en PHP, vous utilisez le mot-clé fonction et vous donnez le nom des fonctions. Je peux dire, je vais l'appeler ma fonction. Ma fonction. Voilà. Des parenthèses, comme c'est une fonction. Et puis je le ferme. OK. Et là, j'ai une fonction. J'ai une fonction qui n'a pas de paramètres, qui n'a rien. Maintenant, j'ai une dans mon fichier test.php, j'ai déclaré une fonction qui s'appelle ma fonction. Et à l'extérieur de cette fonction, j'ai une variable globale qui reçoit 15. Maintenant, je vais essayer d'afficher, faire un echo Toto.
Vous voyez bien ce que j'ai fait. J'ai ma variable qui est égale à 15, qui contient une valeur 15, et là, dans ma fonction, ma fonction, qui s'appelle ma fonction, je veux afficher cette variable qui est à l'extérieur. Là, on fait ça, et on exécute ce petit programme. Donc, on a oublié quelque chose. D'ailleurs, il faut appeler la fonction. Comment on appelle la fonction? C'est juste vous écrivez le nom de la fonction. Ça s'appelle ma fonction et point virgule. C'est-à-dire ça, on a appelé la fonction. Maintenant, il va exécuter notre écho. OK. Et là, on enregistre, on vient dans notre navigateur et on teste. Vous voyez que nous avons une erreur. Nous avons une erreur. Qu'est-ce qu'il a dit? Une finite variable toto in machin. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas cette variable toto. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Juste pour vous expliquer comme on avait dit, la variable locale vit dans les scripts, mais pas à l'intérieur d'une fonction. À l'intérieur d'une fonction, on peut déclarer les variables locales, pas globales, parce qu'ici notre toto est une variable globale, est une variable de script. C'est-à-dire, dans notre fichier, dans notre script test.php, à part à l'intérieur des fonctions, notre variable est visible. Mais une fois qu'on rentre dans une fonction, cette variable locale, cette variable globale n'est plus visible. Maintenant, on va copier notre variable toto, on va le mettre à l'intérieur de notre fonction. Ce qu'on vient de faire change le nom des variables. C'est-à-dire que cette variable n'est plus une variable globale, mais il est une variable locale. Il est devenu local. OK, il est devenu local, il est à l'intérieur de notre fonction. Maintenant, on a une variable locale qui contient 15. Et on fait écho total de cette variable-là. Maintenant, on va tester. Qu'est-ce que ça va donner? On vient ici, on réexécute à nouveau. Tac, on a 15. Là, il est content, il affiche 15 parce que la variable est variable locale, il est à l'intérieur de la fonction. Donc ça, ce qu'on appelle les variables locales. Avant, on avait vu les variables globales, certains qui nomment ça comme les variables script. Et maintenant, on vient de parler des variables locales. Mais vous allez me dire, comment je peux faire si je veux déclarer ma variable, rendre ma variable globale, mais l'afficher à l'intérieur de fonction, d'une fonction. Par exemple, ma fonction ici. Comment je peux faire? Est-ce que c'est possible? La réponse est oui, c'est possible. Mais pour le faire, on va utiliser un mot-clé qui s'appelle global. C'est-à-dire, en mettant à l'intérieur, excusez-moi, en mettant à l'intérieur de la fonction mot global avant notre variable toto qu'on a déclaré à l'extérieur, qui est variable globale toto. Ça, le fait d'écrire global toto me permet d'accéder à ma variable globale qui est définie dans mon script, qui est définie à l'extérieur de ma fonction. Donc ça, c'est l'utilité du mot-clé global. Il y a une autre façon aussi de définir le mot-clé global qui est de type tableau associatif.
Ok, je vous laisse aller découvrir cela sur Internet. Ok, c'est juste, je vous donne des indices. Donc là, on enregistre et on clique. On va. Là, si on affiche, on ne voit pas la différence parce qu'on va mettre 30, 35. Et là, on vient ici. Là, normalement, on attend 35. Vous voyez, on a 35. Juste pour résumer, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu variable globale, on a vu les variables locales, on a vu le mot-clé global. C'est-à-dire, mot-clé global, qu'on a notre variable de script, ou variable globale, qu'on a définie à l'extérieur de notre fonction, mais on veut accéder à cette variable à l'intérieur de notre fonction. Donc là, on n'a pas le choix. Il faut utiliser le mot-clé global. Donc, comme ceci, comme on a fait. Global qui vient avant notre variable. Cette variable, Toto, sera définie à l'extérieur de ma fonction. Donc, maintenant, nous allons parler de variables statiques. De variables statiques. Ok. Je vais déclarer à l'intérieur de ma fonction une variable qui s'appelle Toto qui reçoit 1. Je vais afficher Toto. Je vais incrémenter Toto. Ok. Toutes ces notions incrémentées ou initialisées, on avait vu ça lorsqu'on faisait avec d'autres langages, parce qu'on avait déjà fait des tutoriels avec des C# et aussi on avait parlé dans d'autres tutoriels l'algorithme. Ok, donc incrémenter, c'est-à-dire que chaque fois on met plus 1 de notre variable, c'est-à-dire la variable Toto, et chaque fois qu'on exécute echo, on met plus 1 Toto. Ok, c'est ça que signifie incrémenter. Donc maintenant, cette méthode, qu'est-ce qu'il fait? Il affiche quoi? Cette méthode va afficher 1. Mais certains d'entre vous vont croire que cette méthode, chaque fois qu'on affiche, il va afficher 1. Après, chaque fois qu'on exécute cette fonction, qu'on fait appel à cette méthode, il va afficher la valeur suivante, 1, 2, 3, 4. Non, on va voir ça. On va exécuter ça. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ça donne 1. Vous allez voir, regardez. On a initialisé toute cette variable à 1. On a fait premier appel, il a affiché 1. Puis on va faire deuxième appel. On va écrire ici, juste pour voir, pour la visibilité. Tac, 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 tac. On va mettre ici BR. Ça, c'est BR. Et là, on va exécuter. Excusez-moi, ok. On va exécuter. On a appelé notre fonction 2 fois. Mais toujours, il affiche 1. On va l'appeler deuxième fois, troisième fois. Tac. Toujours, il affiche 1. Donc, même si vous appelez 1000 fois cette fonction, il va afficher toujours 1. D'où qu'on ne voit pas l'importance de cette incrémentation. Donc, cette méthode est inutile. Maintenant, vous allez me dire, si j'ai mis statique ici, avant Toto, c'est-à-dire si je rends
cette variable est statique, ça va changer quelque chose, parce que vu qu'on parle de variable statique, si on rend cette variable-là tout statique, est-ce que ça va changer quelque chose? La réponse, c'est oui, ça va changer quelque chose et notre fonction sera utile. Maintenant, on va supprimer, on va faire une seule appel. Et on va voir. Il donne 1. Mais attendez, il ne faut pas dire que c'est la même chose. Parce que ça, c'est juste ce premier appel. Nous, on va appeler 3 fois. On va appeler 2 fois. On enregistre et on réexécute le programme. On a une valeur 2. C'est-à-dire quoi? Que quand on met une variable statique, il va initialiser une fois au moment de première exécution. Donc la deuxième appel, la variable ne sera pas initialisée, mais il va se souvenir de sa valeur précédente. Et il affiche cette valeur-là. Donc le mot-clé ici, statique et utile, ça permet d'initialiser une valeur une fois. Et chaque fois qu'on appelle la fonction, il se souvient à la valeur précédente. C'est magnifique, non? Oui, c'est très magnifique. Et là, on verra quand on met troisième appel. Il va nous afficher 3. Ah, ça c'est magnifique. Maintenant, je vais vous donner un exemple d'utilisation de ce genre de fonction. Si vous étiez une fois à la sécurité sociale ou autre, ou à l'hôpital, vous venez, chacun doit prendre un ticket. Il y a un système qui est disponible. Il suffit de cliquer sur un bouton et il vous sort un ticket avec le numéro. Vous êtes le premier arrivé. Vous cliquez sur le bouton, vous avez un numéro 1. Après quelques secondes ou quelques minutes, la deuxième personne il vient. Il appuie sur le bouton, il voit lui, il a un numéro 2. Et le troisième vient, il a un numéro 3. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ce système a un programme qui est exactement la même chose, qui utilise une variable statique. Chaque fois qu'on fait appel à cette fonction, il se souvient de la valeur précédente et il incrémente 1, il affiche le numéro. Donc ce programme est utile. Ok, donc là, pour résumer, on a vu des variables globales, on a vu des variables statiques, on a vu les variables locales. On a vu quelques mots-clés statiques pour les variables statiques. On a vu le mot-clé global pour rendre, pour appeler, pour exécuter une variable qui est globale, qui est définie à l'extérieur du tableau, pour l'exécuter à l'intérieur, excusez-moi, à l'extérieur des fonctions, pour l'utiliser à l'intérieur de la fonction. On utilise le mot-clé global ou le mot-clé $global qui est un tableau associatif qui prend en indice le nom des variables. Bon, ce mot-clé, je vous laisse découvrir. Vous pouvez le découvrir en cherchant sur l'internet. Ok. Donc là, on va parler des fonctions. Donc on a vu presque tous les variables. Et là, on va parler des fonctions. Nous avons une fonction, ma fonction. On avait déjà anticipé, on sait comment
appeler une fonction. Donc, on a une fonction qui reçoit un paramètre. Par exemple, $tata. Et là, on affiche echo à l'intérieur tata. Et maintenant, pour afficher, on fait appel à notre fonction. Ma fonction, je vais faire de telle sorte que je n'ai rien vu. Et là, je ne mets rien. Sinon, je mets tata comme j'ai l'habitude de faire. Tata, comme c'est tata, je mets tata. Et là, je vais exécuter. Wow. Il dit une defined variable tata. Il n'a pas défini la variable tata. Il ne connaît pas la variable tata. Là, je vais dire, il y a une erreur, peut-être je vais enlever ça. Et si vous faites ça, vous mettez rien, vous exécutez, c'est pur. C'est-à-dire, il va vous dire non seulement qu'il ne connaît pas la variable θ, qui est dans la fonction, qui attend une valeur qui n'a pas de valeur, et parce que la fonction attend un argument, c'est-à-dire un paramètre. Et vous exécutez, vous appelez cette fonction sans lui passer ce qu'il attendait, un paramètre. Donc là, on va revenir ici. Ici, on va lui donner 100. C'est-à-dire, je passe à ma fonction 100. Il va afficher 100. Je passe 100, il affiche ça. Il affiche 100. Normalement, à l'écran, vous voyez 100. Voilà. Quand on passe, on a une méthode qui reçoit un paramètre. Donc, quand on appelle cette méthode, on doit lui passer la valeur qui correspond à ce paramètre ou string qui correspond à ce paramètre. Je pense que vous avez compris. Maintenant, on va lui donner des paramètres, des paramètres, variable A, variable B et variable C. 3. Nous avons 3 paramètres. Nous allons faire $A plus $B plus $C. On affiche A. On va faire la même chose. Et si vous allez me dire, on a une fonction qui attend 3 paramètres. Et si vous lui passez un seul paramètre, il va afficher une erreur. Et si vous lui passez 2 paramètres, il va afficher une erreur. Donc, il faut 3 paramètres. Donc, on va lui donner 100, 200 et 1. Et quand on exécute, qu'est-ce que ça va donner? Il va afficher $A, variable A plus variable B plus variable C. Autrement dit, 100 plus 200 plus 1, qui donnera 301. Effectivement, ça donne 301. Donc maintenant, on va essayer de dire ma variable A attend attend 0. Et là, je viens ici, je donne rien. Je donne rien. Et puis, j'exécute mon programme. Il m'affiche la somme, mais il ne connaît pas la variable C.
Regarde, il dit qu'il ne connaît pas la variable C parce que j'ai lui passé juste des paramètres. Comme j'ai lui passé deux paramètres, le résultat est bon. Il affiche 0 plus 200 plus 1, ça donne 201. Mais comme lui, il attendait un troisième paramètre, parce que le premier que j'ai donné, c'est pas exactement 0, parce que celui-là, il l'ignore. Il met 200 plus 1. Il met 200. Celui-là, ça va prendre la valeur de 200. A. Et le B va prendre la valeur de 1. Va prendre la valeur de 1. Et le C, il ne connaît pas. Il ne voit pas sa valeur. C'est pour cela, il affiche. C'était le troisième argument. C'est magnifique. Il dit, you define it variable C. C'est-à-dire, C n'est pas défini. C'est-à-dire qu'il attend trois paramètres. Celui-là, c'est optionnel. Mais quand on lui donne une valeur, il prend. Quand on lui donne une valeur, il ne prend pas 0. Il va prendre la valeur qu'on a donnée. Quand on ne donne pas, il prend 0. Mais là, on a pris D, 200 et 1. Lui, il ne va pas dire que 200 correspond à B et 1 correspond à C parce que lui, il a 0. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Lui, il va prendre son 200. Et le B va prendre 1. Si on avait donné, par exemple, tous les variables, comme ça, on donne 500 ici. Vous voyez ce qui se passe? Lui, il va toujours prendre son dessin parce qu'il existe déjà une variable. Au lieu de prendre 0, qui est optionnel, qui est par défaut, il va prendre la variable qu'on a pas. Il va prendre le paramètre qu'on a passé. Donc là, vous voyez, il va afficher 701 sans aucun problème parce qu'il attend 3 paramètres, il reçoit 3 paramètres. C'est magnifique. Donc, le fait de dire A égale à 0, c'est de rendre ce paramètre optionnel. En PHP, ça existe des paramètres optionnels. Bon, on a vu les paramètres et on a vu comment appeler une fonction. Et dans d'autres tutoriels, dès qu'on commence à parler de la programmation orientée objet PHP, on va parler beaucoup de méthodes et de fonctions. Méthodes, ce qu'on appelle des fonctions. Donc là, on va s'arrêter ici pour les fonctions. Donc, on va parler des tableaux. Je pense que ce qu'on avait... OK. Non, avant de parler des tableaux, on va parler des super globales. Des variables super globales. OK. C'est-à-dire, ce sont des variables qu'on peut accéder partout à n'importe quel contexte. Oui, ça c'est les variables des super globales. Et on va voir de quoi ça ressemble ce genre de variables. C'est vrai ici, on va parler plus de ces variables quand on parle de formulaires ou de fichiers .ini et autres, ou de sessions. Mais c'est juste pour une petite définition. Comme j'ai dit, ce sont des variables internes disponibles toujours, quel que soit le contexte. On n'a pas besoin d'utiliser le mot global pour ces variables-là. Non. On va donner juste un exemple de quoi ça ressemble. Imaginons dollar tiré. OK. Dollar underscore, c'est pas tiré. Dollar underscore, tous les variables super globales commencent par dollar. La plupart, les variables que je connais commencent par dollar underscore.
$_cookie. Ça, c'est pour définir des coquilles, récupérer des coquilles et tout ça. $env, c'est pour les fichiers .ini. Récupérer les données des fichiers .ini, on utilise par exemple ce variable-là. Nous avons les files pour les fichiers de type, pour récupérer les données au niveau du formulaire de type file. Nous avons les get, ça c'est de récupérer des paramètres ou des données qui sont passées au niveau du formulaire avec une méthode get. Donc là, on utilise get, on récupère les données du formulaire. Et nous avons $post, pareil, quand on utilise le formulaire, quand on envoie un formulaire pour récupérer les données, on peut utiliser $post. Et $request, pareil, c'est pour les paramètres, récupérer les paramètres qui sont au niveau de IRL. Et là, on peut utiliser $request et $server. Ça nous permet beaucoup, ça fait plein de choses. Par exemple, ça nous permet de récupérer notre nom de domaine ou le nom du fichier qui est en cours d'exécution. Donc avec $server, en précisant par exemple PHP self ou nom de serveur plus admin. Il y en a plein de trucs. Donc sur internet, vous allez voir tous les indices que vous allez utiliser avec $server qui est vraiment utile. Enfin, nous avons $session, c'est pour récupérer pour l'utilisation des sessions. Donc on est obligé d'utiliser $session. Donc voilà. Excusez-moi. On avait parlé du $post et $get. Donc ça, on va voir ça au moment où on parle de formulaire. C'est juste qu'il y a une petite différence que je voudrais souligner entre ces deux variables, $get et $post. Quand on utilise le $get en général, on voit les résultats envoyés au niveau des IRL. Et quand on utilise le $post, c'est-à-dire on ne voit pas les données envoyées au niveau de notre IRL. Et ça, on va approfondir ça au moment où on parlera de formulaire ou de formulaire. Ok, c'était juste pour ça. Donc maintenant, on va voir les tableaux. Les tableaux en PHP est beaucoup utilisé. C'est très utile. C'est très utile de comprendre le principe, comment utiliser les tableaux. Donc nous, un tableau, pour définir un tableau, c'est comme chez vous, vous avez des armoires qui contiennent plusieurs cases. Et chaque case contient vos affaires, vos éléments. C'est-à-dire votre montre, vous mettez dans une case. Vos lunettes, vous mettez dans une case, dans une autre case. Vos chaussures dans une autre case. Vous voyez vos cadeaux dans une autre case. Et chaque case est numérotée. Donc ça vous facilite de récupérer vos éléments. En connaissant le numéro des cases, automatiquement vous récupérez l'objet qui est dedans. C'est la même chose. C'est le même principe. Vous avez un tableau qui est numéroté par des indices de 0 jusqu'à n-1, c'est-à-dire le nombre de cases que vous avez, moins 1. Si vous avez 4 cases, vous aurez le nombre des indices de 0 jusqu'à 3. Donc, pour accéder à ces cases, vous utilisez les indices. C'est pareil. Donc là, on va voir comment on définit un tableau en utilisant le langage PHP. En PHP, quand on met $tab, je vais écrire ça en minuscule, $tab, qui égale, on met array. Ça, ce qu'on a fait,
Ce qu'on a fait là, on vient de définir un tableau vide qui reçoit rien. Un tableau vide qui n'a rien. Donc, on va remplir notre tableau. On va mettre par exemple 100, virgule, 200, virgule, 300. OK. Maintenant, vous allez me dire comment afficher élément 3 de mon élément, la valeur 300 qui est dans mon tableau. Et là, vous comptez le nombre des éléments que vous avez. 0. Vous commencez toujours par 0, 0, 1, 2. Donc, l'indice, ça sert à 2 pour 300. Donc, pour l'afficher, toujours écho, vous connaissez, tab, vous ouvrez les, ça pas les accolades. Ok, vous faites comme ça, tac. Et vous mettez, on avait dit, c'est 0, 1, 2. C'est-à-dire indice 2 qui correspond à la valeur 300. Ok, indice 2. Point virgule. Donc, tab, vous mettez la valeur de comme ceci. Ok, on est bon. Et là, vous faites CTRL S et vous exécutez un niveau. Vous avez 300, la valeur 300. Donc, c'est-à-dire, grâce à l'indice de cette case qui est numéro 2, mais on ne voit pas, mais on compte, on connaît le nombre d'éléments, on peut savoir maintenant l'indice qui correspond à 300, c'est 2. Grâce à ça, on peut afficher l'élément. On peut même faire ceci. Afficher. Ok, on va mettre écho. Tac. On va mettre ceci. C'est juste pour afficher ça correctement. BR, chaque fois on retourne à la ligne. C'est beau. Tac. Ok. Là, on va afficher 1. On va afficher 2. On va afficher 0. Indice qui contient 100. On va afficher 1. Ça, c'est l'indice qui contient 200. On va afficher 2 qui contient 300. Donc, si on exécute ça, on aura 100, 2, 200. 100, 200, 300. Excusez-moi. OK. Là, on exécute. On a tech. 100, 200, 300. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que chaque fois, est-ce qu'on peut, comme c'est un tableau, on ne peut pas l'afficher autrement? Oui, bien sûr, on peut l'afficher autrement. Dans ce cas, on va utiliser les boucles. Les boucles, au moment où on fait l'algorithme, on connaît les boucles. On avait vu les boucles. Donc, on va utiliser boucle for. Boucle for permet de parcourir notre tableau et afficher les éléments de notre tableau. Avant cela, je vais vous parler d'une fonction qui permet de connaître le nombre d'éléments de votre tableau au lieu chaque fois de compter. Là, on va dire echo compte, notez bien, entre parenthèses, vous mettez ici votre tableau, $tab. Ça va afficher quoi? Ça va afficher le nombre d'éléments de votre tableau, c'est-à-dire 1, 2, 3. Il affiche 3. C'est-à-dire que mon tableau contient 3 éléments. Là, automatiquement, je sais
j'ai combien des indices? J'ai indice 0, j'ai indice 1, j'ai indice 2. Parce que on commence de 0 jusqu'à n-1. N ici, c'est compte tableau. Le nombre d'éléments de votre tableau. OK. Good. Maintenant, on va créer notre boucle. For $i qui reçoit. On va initialiser i. On va dire i inférieur à compte tab. C'est normal. C'est-à-dire inférieur. En tant que i est inférieur au nombre d'éléments de mon tableau, je vais continuer à parcourir mon tableau. Et j'incrémente mon tableau. OK. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais dire echo tab i. Non. Qu'est-ce que je fais? Entre crochets, je mets des accolades. Là, je mets des... On met des crochets. Et là, tac, on n'a pas besoin. On met $i. Point, virgule. Comme nous, on va afficher ça d'une manière très jolie. On va mettre echo. Tac. Tac. Et tac. Maintenant, bear ici. Donc ça, on va changer les valeurs. On va mettre des 100. On va mettre 500. Et on va mettre 700. Vous voyez. C'est-à-dire qu'on va afficher des 100, 500, 700. Seulement qu'on a utilisé une autre façon de faire. Une autre manière de faire en utilisant une boucle for. Là, on va exécuter. On revient là. Et, tac. Vous voyez, on a les éléments de notre tableau. On peut aussi utiliser d'autres boucles comme for each. Mais on va utiliser une boucle for each quand on utilise les tree. Donc, on va parler de tree, des fonctions qui permettent de trier notre tableau. Donc, nous, on va afficher un tableau en ordre croissant et en ordre décroissant. Donc, pour ce tableau-là, on va le faire. C'est-à-dire, on va dire sort, c'est cette fonction qui permet de trier un tableau. $tab et puis point virgule. On a trié notre tableau et on va faire un for. Cette fois-ci, on va utiliser for each, mais vous pouvez utiliser le for tout court. Mais là, on va découvrir autre chose. On va utiliser for each. For each, vous mettez tab as value. On va donner juste $value. Qu'est-ce que j'ai fait là? OK. OK. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait echo value. Vous avez vu? C'est pratique. Si on veut revenir chaque fois à la ligne, on fait comme on a l'habitude de le faire. Comme on a l'habitude de le faire, on met un bear. Bon, on peut utiliser d'autres balises, mais on va faire simple. On va utiliser juste bear. Cela veut dire quoi? Je vais parcourir mon tableau et chaque fois je récupère la valeur.
C'est-à-dire, on va parcourir 3 fois. On récupère les valeurs et chaque fois on affiche le value. Vous voyez ici, on n'a pas besoin d'utiliser le tab. On va parcourir le tab, on affiche sa valeur. C'est ça la différence entre le for each et for. Donc là, on va exécuter notre programme. On risque d'avoir la même chose. Oui, c'est la même chose, c'est normal parce que on n'est pas changé. On va mettre ici 1000. On va mettre ici 17 700. 1700. Et là, on exécute. Vous voyez, tac. On a l'ordre croissant. L'ordre croissant veut dire qu'on va commencer par 500, après 1200, et après 1700. Tout à fait ce qu'on avait fait. Et si on veut faire, si on veut par exemple afficher encore on veut trier en ordre décroissant, je pense qu'on va mettre AR. AR ici, AR sort. Et là, ce qu'on affiche, vous voyez, on commence par 1700 qui est la valeur la plus grande, et la deuxième c'est 1200 et la troisième c'est 500. Bon, juste pour vous conseiller, si vous voulez vraiment découvrir d'autres fonctions, n'hésitez pas. Il y a plein de fonctions pour les tableaux en PHP et c'est très utile. Des fonctions pour comparer, des fonctions pour le concaténer, des fonctions pour additionner des tableaux, des fonctions pour ajouter par exemple un élément dans un tableau, supprimer un élément dans un tableau, le push, le pop, il y en a beaucoup. Donc c'est juste dans ce tutoriel de vous expliquer le principe d'utilisation des tableaux et la nécessité des tableaux dans la programmation. Mais vous avez plein de fonctions que vous pouvez utiliser. Donc Google vraiment sera votre ami. Il est déjà votre ami, j'espère, mais il sera plus votre ami si vous voulez améliorer, approfondir vos connaissances dans le domaine de la programmation. Donc maintenant, nous allons voir d'autres types de tableaux, tableaux associatifs. Maintenant, on va dire, on va modifier notre tableau, on va créer nos propres indices, c'est-à-dire, on va dire que indice 1 correspond à 1200. On va dire indice 2 indice 2 correspond à 500. On va dire indice 3. On va écrire indice 3 correspond à 1700. Et là, on va afficher pour mettre en commentaire un PHP. On n'a pas parlé de ça. Il suffit juste de mettre comme ça. Des barres là devant une instruction. Ça, vous le mettez en commentaire. Sinon, vous mettez comme ça. Par contre, vous fermez étoile plus ça. Ça permet de mettre. Ça, c'est pour mettre en commentaire une instruction ou un certain nombre des instructions. Quand vous mettez comme ça, c'est-à-dire que jusqu'à ici, que vous mettez tout ça en commentaire. Mais nous, on a besoin juste de mettre
on ne trie pas. Ici, on peut changer la manière dont on utilise le for each. Parce que for each nous permet d'afficher les clés. C'est-à-dire, on peut dire as key correspond à une valeur. C'est comme ça. C'est-à-dire, on va parcourir le tableau, on récupère sa clé et sa valeur. Et là, on peut même afficher la valeur. On peut dire echo key. On va faire ceci. La clé correspond. Et on fait ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va afficher, on va parcourir notre tableau qui a des indices de type string. C'est un tableau associatif. Et chaque fois, on affiche la clé et on indique que cette clé correspond à telle valeur. Et on retourne à la ligne. On va voir. On fait ceci. Voilà. Indice 1 correspond à 1200. C'est tout à fait. Indice 1 correspond à 1200. Indice 2 correspond à 500. C'est pareil. Si ce qu'on avait mis en commentaire, on enlève, c'est-à-dire là, on va trier en ordre décroissant. Vous allez voir ce que ça va donner. On réexécute à nouveau. Voilà. Indice 3 qui est une clé qui possède la plus grande valeur. Et indice 1 qui possède une valeur qui correspond à une valeur 1200. Et indice 2 qui correspond à une valeur 500. Donc là, on a affiché notre tableau associatif en ordre décroissant. Donc ça, c'était pour les tableaux. Et j'espère que vous avez bien compris comment ça fonctionne les tableaux. On a juste défini comment déclarer un tableau et comment afficher les éléments du tableau et comment parcourir un tableau en utilisant une boucle for et aussi en utilisant une boucle for each. Aussi, on a vu des tableaux associatifs, c'est-à-dire on donne un indice de type chaîne ou de type n'importe quoi au lieu de donner des entiers 0, 1, 2, 3. Par défaut, si on met rien, lui, il va prendre comme des indices des 0, 1, 2, 3. Il commence toujours par 0, mais on n'est pas obligé. On peut donner nous-mêmes nos indices, qui va faciliter plein de choses pour accéder à nos données en général. Quand on traite des bases de données, vous allez voir l'importance de ces genres de tableaux. Mais pour le moment, on va s'arrêter ici avec les tableaux. C'est juste pour vous rappeler qu'il existe énormément, beaucoup de fonctions sur les tableaux. Donc, il suffit d'aller voir. Il suffit d'aller voir Google, consulter d'autres sites et vous allez comprendre le fonctionnement. Vous allez les maîtriser. Bon, maintenant, nous allons parler et finir avec les chaînes de caractères. On ne va pas très loin avec des chaînes de caractères. On va voir comment définir une chaîne de caractères en PHP. Nous avons une variable chaîne qui reçoit je suis content. Ça, c'est une chaîne. Et là, on va afficher cette chaîne. Quand on met echo
dollar chaîne point virgule. Qu'est-ce qu'on affiche? On affiche je suis content. Mais je suis content est une chaîne. On fait ça. On exécute. Je suis content. Quand on fait tout à l'heure, quand on fait ceci, 0, qu'est-ce qu'on met? Avec chaîne de caractères aussi, on peut accéder on peut accéder à chaque caractère de cette chaîne de caractères. Vous voyez ici, on affiche chaîne, on met accolade, non pas accolade, qu'on appelle ça aussi. Bon, j'ai oublié le nom. Après, on met 0, son indice. C'est comme le tableau. Il va afficher le premier caractère de cette chaîne. Le premier caractère de cette chaîne, ça correspond ici, je. On verra. On affiche. Tac. OK. Mais la seule différence, qu'on ne peut pas le modifier. Bon, ça, on va parler de ça après. Parce que ça, c'est pour modifier les valeurs et autres valeurs d'édition de caractères ou les valeurs d'un tableau. Et ça, on va voir ça dans d'autres tutoriels. Donc ça, c'est juste pour vous dire la manière dont on accède à un élément d'un tableau, c'est la même manière qu'on accède à un caractère d'une chaîne de caractères, comme ceci. Maintenant, imaginons qu'on a une variable qui est tata, qui reçoit 2, et on va afficher écho non, on ne met pas écho, on va dire chaîne 2, chaîne 1 reçoit, entre guillemets, on met dollar tata. Qu'est-ce que ça va donner? Chaîne. OK. Qu'est-ce que ça va donner? On a variable tata qui reçoit 2 et chaîne 1 qui est égale entre guillemets tata, dollar tata. Et là, quand on exécute, on attend, on affiche quoi? Certains vont dire on affiche 2, mais c'est faux. On n'affiche pas 2 parce que les guillemets, non, le code n'interprète pas les variables. C'est les guillemets qui interprètent les variables. On va regarder. On exécute ceci. Ah, c'est normal. On n'a pas affiché, on n'a pas utilisé écho. Écho, chaîne 1, point virgule. Et là, on exécute. Là, on affiche dollar tata. Mais on n'affiche pas 2. Comme je disais, il y a entre côtes, variable qui est entre côtes, le PHP n'interprète pas ceci comme une variable. Il va considérer comme une chaîne. Tout ce qui est entre côtes est considéré comme une chaîne. Par contre, tout ce qui est entre guillemets sont interprétés. Si une variable est dans, c'est pour cela, une variable est dans entre guillemets, et là, le PHP va interpréter ça comme une variable, va considérer ça comme une variable, sinon, entre côtes,
est considéré comme une chaîne. Si on met 2, ceci, ici Tata reçoit 2. Juste pour souligner, Tata reçoit une chaîne de caractères. 2 est une chaîne de caractères. Ici. Oui. C'est comme dire dollar Tata 1 reçoit 2. Si on n'utilise pas une variable, c'est mieux d'utiliser la syntaxe du Tata 1. C'est plus optimal. Pour optimiser le code, c'est mieux d'utiliser avec des chaînes de caractères. Quand on déclare une chaîne brute qui n'est pas une variable, d'utiliser les codes. Le code. Si c'est une variable, ici par exemple, et quand on le déclare ici, on utilise les guillemets parce que c'est une variable. Ça permet d'optimiser votre code. Et là, on va afficher la variable Tata1. Tata1 va nous afficher 2 sans problème, comme aussi Tata va afficher 2. Donc là, on va afficher encore. OK, écho Tata. Juste pour rendre les choses un peu claires, on va faire ceci. Mais tac et top. Donc là, on exécute, on aura 2. C'est normal. C'est un touche de caractère. Donc Tata ici, par contre, si on essaie d'afficher chaîne écho chaîne 1, point virgule, là on aura 2 encore, parce que Tata égale à 2. Donc on aura 2, 2, 2. Il n'y a pas de problème. Et là, voilà. Donc, pour juste résumer, juste pour résumer au niveau des chaînes de caractères, on va voir, comme j'avais dit, on va voir les fonctions qui nous permettent, des fonctions qui nous permettent de manipuler les chaînes de caractères et autres dans d'autres tutoriels. Mais là, c'est juste une petite introduction, comment déclarer une chaîne de caractères, et comment utiliser les guillemets et les codes afin de comprendre vraiment comment on pourra déclarer les chaînes et comment on pourra les afficher. Et on va parler de concaténation, on va parler de fonctions, substring ou autres dans d'autres projets. Et j'espère que ce tutoriel va vous servir quelque chose. C'est juste un conseil que je vous donne. Ça, c'est juste un début. C'est juste des notions de base que je vous donne. Mais pour améliorer et approfondir vos connaissances, il faut vous-même que vous cherchiez, vous tapez des codes. Et vous cherchez les fonctions sur les tableaux, les fonctions sur les chaînes de caractères, et puis vous faites des entraînements. C'est parti. Il n'y a pas de secret. C'est comme des mathématiques quand on est en seconde ou en sixième. On dit c'est difficile, mais pas difficile.
plus que tu fais des exercices, que plus tu t'en sors. Plus que tu ne fais pas des exercices, plus tu t'en sors pas. Même si tu es doué, même si tu es génie, il faut vraiment faire des exercices. Plus que tu fais des exercices, donc plus que tu fais des programmes, plus que tu utilises des fonctions en PHP ou en Java, plus que tu deviens bon. Donc, on va arrêter ce tutoriel ici et je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.